Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bonjour tout le monde, bonjour mon Pierre. Salut Malolo, comment que ça roule? Oh bah ça roule très très bien pour ce dimanche soir. Ça y est, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec de gros sujets aujourd'hui. L'un d'entre eux sera l'explosion de tout ce que l'on appelle les petites voitures sans permis. Tout le monde aime rouler a priori avec, jeunes à partir de 14 ans, moins jeunes selon vos envies. Est-ce que vous appréciez les petites voitures sans permis? Qu'en pensez-vous? Vous venez nous rejoindre, on en parlera avec la célèbre Ami de chez Citroën et qui a vraiment révolutionné le marché des petites voitures. Complètement. Elle est arrivée directement au magasin, chez Darty, à la Fnac. On l'achète comme un bien de consommation. Et puis il faut être clair, elle cartonne cette petite électrique. On la voit de plus en plus. Certains la détestent, d'autres l'adorent. En tout cas, elle ne laisse pas indifférent. Et puis nous allons parler également, et on va commencer par cela, des problématiques de vélo. Il y a de plus en plus de vélos accidentés. À qui la faute? On pose vraiment la question. Vous êtes cycliste. Que vivez-vous sur les routes, que vous soyez en zone urbaine ou en zone rurale? Vous êtes voiture, moto, scooter. Est-ce la faute des vélos qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas le code de la route? Et puis ces changements qu'on leur accorde du code pour eux, comme les voies en sens inverse dans les rues, à sens unique par exemple, qu'ils peuvent prendre. Voilà. Est-ce que ce sont des aberrations, des bonnes idées? On va en parler parce que il se passe des choses quand même très graves sur nos routes. Ouais, notamment une vidéo, on en parle dans quelques secondes, avec un automobiliste fauché, frappé. Cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, on vous raconte tout, on vous dit tout, ainsi que les modifications réglementaires qui pourraient s'appliquer bientôt. Sud Radio Sarraul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous allons en parler de ce premier sujet avec vous au 0826 300 300. Vous nous rejoignez en direct, n'hésitez pas à appeler nous. Ou alors tout simplement, je participe @sudradio.fr. C'est le mail pour nous contacter en mettant bien ça roule dans l'objet et vos coordonnées. On a comme invité entre autres Théo Bartuccio pour ce premier sujet sur les vélos. Mon vélo est une vie. Bonjour Théo. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, merci pour votre invitation. On connaît bien Théo. Michel Benezra, maître Michel Benezra, qui est à nos côtés, avocat droit routier et président de la commission juridique de l'association de Théo Bartuccio. Bonjour Michel. Bonjour. Première dans ça roule. Oui, ça. Bienvenue. Et puis évidemment une première aussi avec une députée, Pierre. Une députée qui s'est engagée, Laetitia Ava, qui s'est engagée à une modification réglementaire en faveur des cyclistes, notamment avec cette vidéo, Théo, très clairement, qui m'a choqué, qui a choqué... qui est avec nous, Laetitia, avec nous au téléphone. Oui, dans quelques secondes. D'accord. Et qui nous a choqué, Théo Bartuccio. Cette vidéo d'un cycliste fauché sur la route, puis frappé. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, la personne a pris son vélo pour se promener. Elle a croisé en face un camion, un poids lourd. Hors agglomération. Hors agglomération, dans une petite route de campagne. Donc elle lui a demandé de ralentir parce que c'était très dangereux. Et puis qu'elle a eu peur, tout simplement. Elle lui a fait un geste de la main en disant qu'il fallait qu'elle ralentisse. Et puis ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à la personne qui conduisait le poids lourd. Il a fait demi-tour. Il est venu faucher le vélo. Et comme si ça suffisait pas, il est venu avec, ils sont descendus à deux pour tabasser le cycliste. Donc c'est pour ça que la vidéo est choquante, parce qu'en fait le cycliste, il n'avait pas sa caméra, mais en fait quand il a entendu le camion faire demi-tour, il a enclenché la vidéo et on voit bien ce qui se passe. Bon, alors ça c'est tout simplement inadmissible. Ce sont des événements qui arrivent de plus en plus. On a déjà vu, Michel Benezra, ce type de vidéo, notamment en ville, où on a une majorité de cyclistes maintenant qui se déplacent avec des caméras plantées sur le casque. Parfois, je trouve ça abusif lorsque l'utilisation qui en est faite, c'est uniquement pour montrer le comportement d'un automobiliste qui n'a pas fait exprès. Autant là, cette fois-ci, est-ce que la vidéo va permettre à ce cycliste de pouvoir plaider en sa faveur? Et après, on prend des nouvelles du cycliste. J'aimerais bien savoir comment il va maintenant. Alors, il faut savoir déjà que la caméra embarquée, c'est une pratique qui est très courante dans d'autres pays, que ce soit sur un cycliste, que ce soit sur une voiture. En Russie. En Russie, par exemple. Et il y a des images qui tournent absolument dramatiques. Et cette caméra, c'est plutôt un plus aujourd'hui, parce que en matière de droit pénal, la preuve est libre. C'est-à-dire qu'on peut apporter n'importe quelle preuve. Et cette caméra va faire office de preuve pour rapporter la preuve de l'infraction. On ne doit pas prévenir les gens au préalable qui sont filmés. On m'avait dit ça une fois, qu'on ne peut pas utiliser ça, une image. C'est au civil et en droit du travail. Mais effectivement, en pénal, on peut tout utiliser du moment qu'on arrive à constater l'infraction. Et d'ailleurs, le prévenu, celui qui est supposé avoir tapé, parce qu'il est toujours présumé innocent, avait nié les faits au début. Et c'est parce qu'on lui a montré la caméra
que finalement, il a avoué les faits. Et ça, c'est dramatique. Ça devient difficile à nier. C'est toute la difficulté. La différence entre des blessures involontaires et des violences volontaires avec arme par destination, c'est très dur à prouver parce qu'il faut être dans la tête des gens. Avec arme par destination? C'est la voiture. La voiture, c'est une arme par destination. Qu'est-ce qu'on entend par destination? Par destination, c'est-à-dire que la voiture, à la base, c'est pas une arme. Et donc, on va transformer cette voiture pour taper le cycliste. Donc, on va considérer juridiquement que cette voiture devient une arme. C'est comme dans un cas de meurtre, quelqu'un va prendre une casserole et taper le crâne de quelqu'un, c'est exactement la même chose. J'ai bien fait de venir ce soir, moi, dans cette émission. Mon week-end avait bien commencé pourtant. Les mots ont un sens, et on va dire que effectivement, il a usé de violence volontaire avec arme par destination, la casserole, ou avec contre le cycliste, ça va être la voiture. Waouh. On prend des nouvelles de ce cycliste. Est-ce que vous en avez, Théo Bartuccio? Il va mieux physiquement, mais toujours extrêmement choqué. Ah bah c'est extrêmement choquant. Alors, est-ce que c'est juste dû à ces problématiques de la route? Est-ce qu'on peut vraiment se poser la question de cette société qui devient de plus en plus agressive, de plus en plus violente? Est-ce que l'arrivée des vélos en masse sur les routes a été mal annoncée, mal gérée, ce qui fait que tout le monde est énervé? Et pas à juste titre, attention, mais que d'un seul coup, on a créé une violence entre les différents types de mobilité? J'ai cette sensation-là quand je vois auprès des automobilistes qui sont sympathisants de l'association 40 millions d'automobilistes. On en a beaucoup, et peut-être nous les premiers parfois à être assez choqués par le comportement de certains. Et il faut faire attention à ne pas créer l'amalgame. Le problème, c'est pas le vélo. Le problème, c'est pas la voiture. Le problème, c'est le manque de civisme de parfois celui qui est dessus ou dedans. Être cycliste nous fait pas de nous des surhommes intelligents. Être automobiliste non plus. Donc là, je pense qu'on va être heurté à un problème de droit. Certes, politiquement, je pense que le partage de la route n'a pas été correctement fait. C'est une évidence. On n'a pas laissé les associations bosser. On a fait de la politique avec ça. Maintenant, il faut raccommoder. On a Francis qui nous appelle de Narbonne au 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour Francis. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous dans l'émission Ça roule. Ces questions que l'on pose, il y a de plus en plus de vélos accidentés, à qui la faute? Vous avez une expérience personnellement? Oui, alors moi je suis taxi depuis ancien routier et taxi depuis 27 ans bientôt. Donc je roule pas mal dans les villes comme Montpellier, toutes ces villes, Toulouse, voilà. Donc en Montpellier particulièrement, on a l'impression que c'est comme les automobilistes, on dit que quand ils rentrent dans leur véhicule, ils sont une autre personne. Mais les vélos, c'est pareil. Pas faux. Voilà, c'est-à-dire que quand ils sont sur leur vélo, il ne peut rien leur arriver. Donc c'est les petits oiseaux, les petits papillons. Voilà, donc on fait tout et n'importe quoi. À Montpellier, ils ont depuis un an et demi, mis une voie spéciale pour les vélos et les bus. Donc, ce qui cause pas mal de problèmes, il y a des bouchons, il n'y a plus qu'une voie pour les voitures, quoi. Ouais, parce que politiquement, Francis, ce qui se passe, c'est qu'on le voit bien, là, Montpellier, c'est clairement de la politique. On voit bien, c'est que des villes qui ont fait une union avec les Verts. Et en donnant de la place aux cyclistes, ils veulent surtout en enlever aux automobilistes, qui crée une espèce de tension entre les usagers. C'est ça qui est nocif. Alors c'est que la si tension ça avait été entre les bien usagers. amené, ça aurait été top, quoi. Bah oui, vous allez au Danemark, ça se passe bien. Puis les gens sont énervés, quoi, en voiture, donc ils passent dans les voies de bus des fois. Voilà, ça cause pas mal de soucis. Un vélo sur la voie de bus, parce qu'il faut savoir qu'à Montpellier, ce n'est pas comme par exemple à Paris, les vélos, il y en a très peu. Très peu. Donc on bloque toute une ville pour 3 vélos toutes les heures. Alors vous avez un vélo au milieu de la voie de bus, et puis le bus derrière qui attend que le vélo se déplace, quoi. Alors, moi je n'ai vu aucun, j'étais encore à Montpellier hier, j'y revais tout à l'heure, et à chaque fois c'est le même problème. Eh bien, les vélos, il y a un feu rouge dans les voies de bus, on passe tranquille, sauf qu'ils oublient que perpendiculaire, il y a d'autres rues avec un feu rouge, quand ça passe vert, les voitures elles avancent, et puis la carrosserie c'est eux. Un vélo au milieu. Voilà. La carrosserie c'est eux, s'il y a un problème, malheureusement. C'est le problème, c'est pour ça que je vous dis que ces gens-là, je sais pas, quand ils sont en vélo, c'est quand même aussi des automobilistes pour la plupart. Bon, pas tous, ça faut pas généraliser, mais bon, une bonne partie a du mal avec le respect du code de la route. Je pense au casque audio sur les oreilles, je pense qu'il y a beaucoup de points de ce que je veux dire, c'est que bien souvent, les vélos, c'est des gens qui ont le permis de conduire aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'ils changent de comportement. On a, nous, dans notre belle ville de Narbonne, on a le canal, donc juste à côté du canal du Midi.
Et donc, il y a des groupes de retraités qui font du vélo en semaine, dimanche matin. Et c'est une petite route qui longe le canal du Midi, c'est magnifique. Hein. Mais je connais. Voilà, c'est une région magnifique. Ouais, et donc, on a du mal à se croiser à deux voitures déjà en temps normal, parce qu'il y a beaucoup de virages serrés, des platanes. Des platanes, voilà, des routes qui sont extrêmement serrées. Et en plus, on a sur certaines ajouté des glissières de sécurité, ce qui est plutôt pas trop mal. Mais effectivement, pour les cyclistes, c'est chaud. Hein. Je voudrais ils se mettent 2-3 de front. Francis, vaut mieux pour eux. Hein. Une petite réaction de Théo, puis après on va accueillir Madame la députée qui attend patiemment au standard de Sud Radio au 0826 300. Réaction au témoignage de Francis qui nous appelle de Narbonne. Ma réaction, c'est le discours qu'a ce monsieur, je l'entends tout le temps. Évidemment, je ne suis pas d'accord parce que des mauvais conducteurs, on en a non seulement chez les automobilistes, mais aussi chez les cyclistes. Bien sûr. Vous savez que Mon Vélo est une vie milite pour la sécurité avant tout et non pas pour le développement du vélo. Moi, je suis automobiliste parce que par rapport à mon travail, je prends souvent ma voiture et en même temps cycliste. J'en ai fait mon travail et en même temps, c'est ma passion. Mais je fais attention, j'essaye de faire attention et j'essaye toujours de rappeler aux automobilistes qu'un cycliste est vulnérable. Et même si un cycliste commet une erreur, c'est pas une raison pour se venger avec sa voiture et le percuter. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et vous savez, la réflexion qu'a ce monsieur, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à ces situations dramatiques, parce que les gens n'arrêtent pas de dire que les cyclistes ont tous les droits, mais il ne faut pas, surtout pas, généraliser. Ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font attention. Il y en a quand même beaucoup. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on le voit tous, hein, quand on est en voiture, quand tu es en voiture, tu dois le constater. Nous, on a des radars, on passe devant des radars toutes les 5 minutes, les restrictions de circulation, l'augmentation des prix des carburants, et j'en passe tous les jours une mesure. Voilà, en ce moment, on vient de passer un mandat de 5 ans où on s'est fait exploser, nous les automobilistes. Et de l'autre côté, on a quand même, quoi qu'il arrive, des cyclistes qui sont pas sanctionnés parce qu'on considère que comme c'est bien pour l'écologie, eh bien on peut tout faire. Je pense que la sécurité passera aussi par un respect des règles par tous. On accueille Madame la députée juste après, qui gentiment patiente, et puis surtout plus de 80% d'amendes pour les cyclistes à Paris. De plus en plus d'amendes pour les cyclistes à Paris. 3, quoi. Quand même, c'est quand même 80%. Ça verbalise pas. Il y a Pierre, sincèrement, il y a des contrôles. Oui. Ouais, je les ai pas vus. Hein. Mais toi, tu fais pas du vélo. T'es pas sur un vélo. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Pas à Paris, en tout cas. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons de parler de cette problématique de vivre ensemble sur les routes de France et de Navarre, avec la problématique des vélos, entre autres, mais pas que. De plus en plus de vélos accidentés. À qui la faute? On en parle avec Théo Bartuccio, qui est Mon Vélo est une vie, lui-même cycliste avec le Paris Olympique. Paris Cycliste Olympique, attention. Hein. Ça marche bien pour l'équipe? Oui, cette année, on est en National 1, donc monsieur, c'est bien. Heureusement, en course, ils ne respectent pas les limitations de vitesse. Nous avons aussi maître Michel Benezra, voilà, qui est avec nous et qui est l'avocate de l'association. Et puis on accueille tout de suite, parce qu'elle a été extrêmement patiente. D'ailleurs, on remercie Francis de Narbonne qui nous a appelé tout à l'heure. Madame la députée Laetitia Avia, députée de Paris dans le 12e. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous parce que vous avez entendu le début de l'émission. C'est compliqué un peu la mobilité, la part de responsabilité de chacun, des automobilistes d'un côté, qu'on doit comprendre, qu'on doit entendre, et puis celle des usagers les plus vulnérables qui sont sur un vélo, qui ont le droit de circuler en toute sécurité. On va laisser de côté la verbalisation des cyclistes, ça c'est autre chose, c'est un autre point, et s'ils doivent être verbalisés sur certains points, il faut le faire, et on a déjà la réglementation pour ça. En revanche, vous avez décidé, avec le soutien de Théo Bartuccio de Mon Vélo est une vie, d'adapter la réglementation pour davantage de sécurité et puis de sanctions pour ceux qui commettent des faits comme on a pu l'observer sur la dernière vidéo que vous avez certainement vue. Un cycliste molesté, agressé par un camionneur, c'est absolument insupportable. Oui, j'ai vu cette vidéo et elle est effroyable. Et elle traduit ce qui a été dit durant la première partie de l'émission, c'est-à-dire beaucoup de tensions dans le partage de la route, et en effet un vrai travail, je pense, de pédagogie qui doit être fait aussi bien auprès des cyclistes que des automobilistes et des piétons d'ailleurs, en partage de la route. Là où il y a une vraie difficulté aujourd'hui, et j'en ai été alertée
par Théo Bertuccio, c'est dans des incohérences que nous avons aujourd'hui dans notre droit. Dans cette vidéo que vous voyez effroyable, on est en présence en fait d'une agression en réalité. Et les sanctions qui sont prévues dans notre droit sont assez incohérentes. C'est-à-dire que dans une situation comme celle-ci, où on va commettre un acte de manière volontaire, puisque là je crois qu'il n'y a pas de doute sur l'intention de celui qui vient percuter le cycliste, oui, là, il y en a pas. Eh bien, les sanctions sont moindres que lorsque cela advient par accident et donc de manière involontaire. Pourquoi? Je ne peux pas vous l'expliquer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne doit pas perdurer. La règle pénale, elle doit être lisible, elle doit faire passer un message à la société, elle doit être claire. Et pour cela, il faut absolument se dire que lorsque des actes comme ça, d'une telle barbarie en fait, sont commis, il faut que les sanctions soient extrêmement fortes. Donc, que peut faire le politique? Que peut faire le politique? Que peut faire la députée que vous êtes pour faire en sorte de dissuader au maximum et de condamner au maximum ce type de comportement? Renforcer les sanctions. C'est-à-dire? Et ça passe par une loi, ça passe par un amendement lors d'une prochaine loi justice dont la prochaine majorité, dont je ne sais pas si je ferai partie, mais aura à débattre donc à partir de cet été. Et moi, si je suis toujours députée à ce moment-là, je déposerai un amendement pour doubler les sanctions vis-à-vis de ceux qui commettent ces actes volontaires. Et j'espère vraiment que cet amendement fera l'unanimité, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une question de couleur politique, il s'agit d'une question de sécurité de tous et de messages extrêmement fermes vis-à-vis de la protection de chacun. Maître Benezra, comment se fait-il que dans des situations comme celle-là, déjà, est-ce que vous confirmez, en tant qu'avocat, ce que nous dit Laetitia Avia, c'est-à-dire une quasi-impunité pour des faits aussi graves? Alors attention, c'est uniquement sur les peines complémentaires dont on parle aujourd'hui. Effectivement, Laetitia Avia a bien raison. Quand on va percuter volontairement un cycliste et que ce cycliste décède, on sera passible de 20 ans de réclusion, mais jusqu'à 5 ans d'annulation de permis. Quand on va percuter un cycliste involontairement, on est passible de 10 ans d'emprisonnement et de 10 ans d'annulation de permis. Donc l'incohérence, elle est là. C'est incroyable. C'est-à-dire que dès lors qu'on commet un acte involontaire, la sanction est plus forte que si c'est plus forte. volontaire. Attention, la peine complémentaire. La peine complémentaire est plus forte. Mais on sait très bien que les peines principales ne sont jamais appliquées intégralement et qu'on va systématiquement sur les peines complémentaires. Donc il y a un vrai problème. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez déjà défendu ce genre de... Bien sûr. Et on est bloqué parce qu'effectivement, le magistrat ne peut pas aller au-delà de 5 ans d'annulation de permis dès lors qu'on est sur des violences volontaires ayant entraîné la mort avec arme par destination. Et là, il n'y a vous pas nous de prison. parlez... Ah si. Mais s'il y a prison, on s'en fout du permis du coup. Non, parce que les peines principales ne sont pas appliquées intégralement. Même si on encourt 20 ans de réclusion, la personne va prendre, je sais pas, 5 ans de prison. Et puis il y a une partie avec sursis. Et voilà. Et 5 ans d'annulation de permis seulement. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au-delà. On peut pas aller jusqu'à 10 ans comme ça aurait pu être fait avec des blessures involontaires, par exemple. Mais alors là, vous nous parlez de cas de décès, là pour le coup. Et heureusement. Oui, mais ce sont les peines maximales. Voilà. On est obligé de... Mais là, ça veut dire que pour un cycliste qui est frappé, tabassé, enfin franchement, il n'y a pas les mots. Pierre, juste une petite chose. C'est cycliste et piéton aussi, Ça, c'est important, parce que ça concerne aussi les piétons. Tout le monde, les motards, tout le monde. Et ça, c'est important. Voilà. C'est le code de la route. C'est le code de la route qui est mal fait. Mais alors, comment ça se passe là pour ce cycliste-là qui va certainement déposer plainte? Ça me paraît d'une évidence. Je suis son avocat, donc il a déposé plainte. Il a déposé plainte et son procès arrive fin juin. Donc comment ça va se passer? Il peut véritablement faire condamner ses agresseurs? Alors, c'est pas lui qui fait condamner, c'est l'État, heureusement. C'est le procureur qui a engagé des poursuites. Et d'ailleurs, grâce à cette vidéo, les poursuites sont adaptées. Et maintenant, bien évidemment, il va y avoir une réponse pénale qui va permettre d'avoir une justice. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, le cycliste n'est pas décédé. Mais quoi qu'il arrive, les peines principales seront moins importantes. Mais quoi qu'il arrive, on est bloqué sur 5 ans.
On peut, alors évidemment sans accuser les cyclistes, hein, parce qu'on est d'accord, c'est un peu facile de mettre toujours la faute sur son voisin. Hein, c'est jamais moi, c'est toi. Mais les chiffres dont je parlais, là, plus de 80% d'augmentation, on est déjà à 2400 amendes de plus, Pierre Chasseret. C'est pas 2 ou 3 qui ont été. Attends, écoute bien, sur le premier trimestre. Par rapport au. Mais non, c'est pas que dalle. Mais tu peux pas dire que ce soit que dalle. C'est que dalle. Théo Bartuccio, c'est pas que dalle. Mais à Paris seulement. Mais c'est rien. Mais c'est pas que c'est. Tu peux pas dire ça. Il y a pas autant les cyclistes sont peu nombreux aussi par rapport aux. Tu peux pas dire que automobilistes. c'est que dalle, 2400. Non. En termes de verbalisation, c'est anecdotique à l'échelle des verbalisations qui sont constatées dans la ville. C'est rien. Mais non, mais c'est pas ça. C'est bien qu'on s'y mette un petit peu, mais c'est pas suffisant. 2400 quand même de plus sur 3 mois pour les vélos. C'est pas beaucoup. C'est quand même. Enfin, je sais pas. Mais moi, je constate quand même qu'il y a beaucoup plus de contrôle qu'avant. Bah oui. Sincèrement, Pierre. Hein. Et par contre, je suis convaincu que, comme disait Laetitia Avia, il y a de la pédagogie à faire. Ça, c'est très important. Il faut qu'on continue à travailler sur le partage de la route et qu'on arrête de dire seulement pour les vélos ou seulement pour les automobilistes. Il faut vraiment qu'on partage la route. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on s'est toujours dit. Hein. Moi, depuis que j'ai créé l'association Mon Vélo est une vie, il faut le partage de la route et le respect. C'est très important. Mais on est d'accord là-dessus. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment politiquement on peut laisser s'installer une telle opposition entre les usagers. Ça, je ne comprends pas. Non, mais ça, quelque chose qui m'échappe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vélo est devenu un marqueur presque politique. Sous-entendu, si tu fais du vélo, t'es plutôt très à gauche. Si t'en fais pas, t'es plutôt de droite. Ce qui est totalement débile, grotesque. Il faut arrêter d'attribuer le vélo à l'écologie. Et l'écologie, il faut arrêter de l'attribuer. Aussi qui arrive à faire des caricatures. Sauf qu'au final, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, nous, quand on monte sur un vélo, on n'en a rien à secouer. On s'en fiche complètement. Sauf que pour certains, c'est devenu un combat. Et ça, et notamment pour les politiques, ceux qui font les mesures, eh bien, c'est devenu un combat. C'est le vélo contre la voiture. Donc au final, à force d'opposer les usages, on a opposé les usagers. Et puis il y a autre chose qu'on a oublié de dire. On va accueillir Hervé là dans quelques secondes. C'est tous les nouveaux vélos, c'est-à-dire tous les nouveaux livreurs, tout ce qui est Deliveroo, Uber Eats, machin. Là, c'est chaud là. Du coup, on a une population professionnelle sur vélo qui est moins, je sais pas, je veux pas les accuser. Qui maîtrise moins aussi le vélo et le code de la route, parce que le code de la route, il y a des droits et des obligations aussi pour les cyclistes. C'est ça. Même si certains automobilistes ne savent pas, par exemple, qu'un cycliste peut passer un feu rouge à partir du moment où il y a un petit panonceau qui indique que le vélo peut passer le feu rouge et aller à droite. Donc il va constater le franchissement du feu et puis il va gueuler, il va dire voilà ce con là, il franchit un feu rouge alors qu'il y a un panonceau qui lui autorise. On parle vrai sur Sud Radio. Non mais c'est ça. Ah mais oui. Même quand il n'y a pas le panonceau, ça passe. Hein. J'ai regardé devant un feu. Hervé nous rejoint de Pau, où l'on écoute Sud Radio sur le 102. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. C'est passionnel. Bonjour. Salut Hervé. C'est normal. On vous écoute sur le vélo. Sur ce que vous vivez. Je vais reprendre quand même en majorité ce qui se dit, c'est vrai, mais il n'y a aucune campagne de communication qui est faite pour éviter cette dualité. Et les usagers qui sont à vélo ont aussi un principe qu'ils ne pensent pas forcément, c'est qu'ils n'ont pas de carrosserie et en cas de choc, eux, ils seront les premiers dans les dommages corporels. Donc, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un véritable danger et que ce danger n'est pas simplement que de bien ou se comporter en route, c'est d'être vraiment très attentif au risque de la circulation. Savoir conduire, c'est anticiper, et savoir rouler à vélo, c'est pareil, c'est anticiper. C'est surtout et savoir être piéton, parce que là maintenant on a peur. Hein. Moi, je traverse plus de façon très sereine. Il y a beaucoup d'accidents. Hein. Je fais super attention. Enfin, à Paris, tu ne traverses plus comme avant. Tu regardes 25 fois ce qui arrive. Ouais, ça peut arriver de droite comme de gauche. Et puis, je trouve qu'il n'y a plus de cohérence aujourd'hui. Parce que même dans les grandes villes, certaines voies qui sont à sens unique, eh bien, elles ne sont pas à sens unique, par exemple, pour les transports en commun. Ce qui fait que si tu traverses et que tu regardes du mauvais côté, il y a le bus qui peut arriver. Pour les vélos. Tu as les vélos, tu as les scooters. Un vélo peut renverser un piéton aussi. Vélo, scooter, trottinette. Et puis, tu sais, dans certaines villes, les voies de vélo ont été extrêmement bien pensées. C'est-à-dire qu'elles obligent la voiture à s'arrêter. Mais tu ne peux pas voir comment ça arrive, parce que ça arrive complètement de derrière toi. Donc, tu es vraiment obligé de te retourner, même à la radio, je le fais. Et du coup, derrière, ça klaxonne. Ce qui est étrange, Lolo, c'est que le vélo, c'est quand même... il n'y a pas plus vieux comme mode de déplacement que le vélo, quoi. Je veux dire, qu'on soit encore à se poser des questions aujourd'hui pour savoir comment on doit sécuriser. C'est pour ça que je rejoins l'association de Théo, qui est capitale. C'est qu'il a tout compris. Il ne faut pas militer pour le développement du vélo, il faut militer pour la sécurité à vélo. Parce que le jour où on obtient la sécurité,
il y aura davantage de cyclistes. Hervé ? Dans beaucoup de pays du Nord, par exemple, je vais souvent en Hollande, il y a véritablement un concept du vélo qui a déjà été depuis longtemps mis en place. Quand on refait une route, par exemple, s'il y a la possibilité, plutôt que d'avoir une bordure en herbe, de faire une contre-allée de circulation de cyclistes, elle est faite de suite. Elle est faite de suite. Donc ça enlève quand même une partie des dangers. On va pas régler ça du jour au lendemain, mais de la communication comme vous le faites, et comme ça devrait être fait pour ceux qui représentent un véritable danger, parce que nous sommes de plus en plus d'utilisateurs d'automobiles. Il y a de plus en plus de véhicules, motorisés ou non motorisés. Donc il faut essayer de faire vivre tous ces gens dans une même harmonie avec le respect de la sécurité. Avant même de penser qu'au code de la route, la sécurité, parce que parfois le code de la route, moi je vois des aberrations qui sont faites sur les circulations avec des carrefours, on n'y comprend même plus rien. Oui, non mais c'est ça Hervé, vous avez complètement raison. Il y a une vraie réalité, on va être obligé d'y aller mon Hervé, je suis désolé. Et on n'a pas la même vision dans un véhicule que sur un vélo. Et on n'a pas même pas le même état d'esprit. Donc il faut comprendre comment on circule et comment on doit le faire avec sécurité pour tous. Voilà, ça c'est un de mes avis. Eh ben vous avez bien raison et merci de l'avoir partagé avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Pierre, c'est évident que ce sujet va revenir. Vous nous tenez au courant des avancées avec Madame la députée Laetitia Avia de Paris. Et puis ce que vous faites pour les cyclistes entre autres, et pas que, hein. Parce que moi, j'adore être à vélo aussi. Tout le monde aime. Tu sais, on n'est pas automobiliste. Quand on va de son salon à sa chambre, on ne prend pas sa voiture. Donc, ça dépend de ta maison. Un automobiliste, c'est un piéton qui n'est pas encore garé. Un cycliste, c'est pareil. C'est un piéton qui n'est pas encore garé. Merci à vous deux, Théo Bartuccio. Merci. Et également Michel Benezra, maître avocat spécialisé en droit routier, qui est aussi l'avocat de Mon vélo est une vie. À très vite. Dans quelques instants, on parle de la folie des petites voitures sans permis et en particulier de l'AMI. À tout de suite. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons notre rendez-vous en ce dimanche soir. Nous allons prendre notre temps maintenant, mon Pierre, car nous allons rentrer à la maison. On va ralentir avec une voiture qui s'appelle la voiture sans permis. Parce que la question qu'on avait envie de se poser, c'est waouh. C'est comment on appelle ça? C'est le gros boom. Alors, on appelle ça un quadricycle à moteur. Parce qu'on ne dit plus voiture sans permis, parce qu'il faut quand même un petit permis. Il faut. Oui, le petit BSR, là. Le petit BSR, voilà. Voilà. Et ce petit permis, qui n'est pas un examen, mais qui est une formation, permet quand même d'avoir un minimum de formation avant de partir sur la route, bien heureusement. Ouais. Pour les adultes et pour les jeunes de 14 ans, maintenant c'est possible, c'est un boom. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a peut-être jamais autant vendu de dites voitures sans permis. Alors on va demander la confirmation à notre invité, c'est Alain Le Gouguec. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de produit chez Citroën de AMI. La révolution en termes de petites voitures sans permis. De l'AMI, le quadricycle léger. Ça fait partie de la catégorie des quadricycles légers, donc dès 14 ans, avec le permis AM, qui permet de trouver un objet de mobilité pour son usage propre. Tout à fait. Pour le coup, électrique. 100% électrique. 100% électrique, 75 km d'autonomie. On peut appliquer dessus les primes gouvernementales? Tout à fait. Il y a une prime qui est dédiée au quadricycle, donc qui est de 900 € pour les quadricycles. C'est marrant, on appelle ça des quadricycles, quoi. Alors, juste une petite parenthèse, on va commencer sérieusement, gentiment, parce que c'est vraiment, enfin, moi je trouve l'AMI une révolution dans le monde de ce qu'on appelait les voitures sans permis. Tout a été pensé pour qu'elle coûte le moins cher possible. C'est ça qui est génial. Par exemple, la portière, il y a une portière traditionnelle qui s'ouvre dans le sens traditionnel, et l'autre portière qui est en fait quasiment la même, eh bien, on la retrouve de l'autre côté et s'ouvre dans le... C'est pas quasiment la même, c'est la même. C'est la même, voilà, c'est la même porte. Ça a été conçu justement pour minimiser les coûts. Pour minimiser les coûts, et que les pièces, nos ingénieurs ont travaillé sur des pièces qui soient symétriques. Le bumper avant est le même que l'arrière. Les portes, on en a parlé, les sièges, etc. Donc tout a été conçu pour justement qu'on donne un objet de mobilité accessible à tous, et donc par le prix. Voilà. Alors, on parle... Oui, pardon, excuse-moi. Il y a une question fondamentale qui se pose avec ça. Après, je donnerai toutes les autres marques, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts. C'était une question de conscience. Alors j'en ai parlé à Mathieu, mon fils, qui est le plus proche des 14 ans, 13 ans et demi, et qui regarde l'AMI avec certainement beaucoup d'envie. Et je me suis posé cette question, c'est est-ce que je serais prêt à accepter que mon fils, à 14 ans, soit dans un véhicule de ce type-là, qui va quand même à 45 km/h, donc potentiellement en ville, une certaine vitesse. Et alors, on a presque envie de dire toujours, en première intention, on a envie de dire non. Et puis après, on pense et on se dit, bah oui, mais si on prend un petit 2 roues motorisé,
C'est 14 ans, pareil. Et là, c'est pourtant pire. Mais c'est accepté dans l'opinion parce qu'on a l'habitude de voir ça. C'est là où il y a une vraie révolution. C'est-à-dire que même les jeunes aujourd'hui, semble-t-il, vous allez nous donner les chiffres, hein, Alain, sont plus attirés par l'AMI que par un scooter basique. En tout cas, c'est ce que à Marseille, ça cartonne sur les parkings de lycée. Tu peux avoir une copine à côté. Pas qu'à Marseille. Pas qu'à Marseille. Non, pas qu'à Marseille, mais les derniers Lille, chiffres. Alors, les chiffres. Le périmètre, il est vraiment sur... alors, on est en France, bien sûr, on est dans les autres pays, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Maroc, Turquie, Grèce maintenant. Mais pour la France et donc le périmètre s'élargit et pour la France, on est géographiquement partout. Nos clients sont, pour les 3/4, dans des petites agglomérations ou dans les milieux ruraux. D'accord. Et pas forcément dans les grandes villes. Donc 75%, 3/4 des clients sont dans ces zones-là, parce qu'il n'y a pas forcément l'accès à la mobilité, au transport en commun, etc. Donc pour eux, c'est une alternative, en effet, d'avoir un objet de mobilité pour aller au travail, au lycée, chercher le pain, pour décrocher une formation, ce genre de choses. Donc les clients ont fait le choix, par rapport aux 2 roues dont on parlait, d'avoir un objet fermé, sécurisé, 2 places. Surtout pour l'hiver, c'est quand même plus pratique. Enfin, excusez-moi, mais ça va être très basique. Par rapport à 2 roues, je donne une réalité. Voilà, le lycée de mon fils et de ma fille, il sera à 14 km précisément de mon domicile. On est en campagne, en zone rurale. Il y a le transport scolaire. Tu risques de passer extrêmement tôt et puis de rentrer plutôt tard. Oui, tu commences à te poser des questions, toi, vraiment. Oui, bien sûr, on se pose des questions. Et en même temps, il y a cette solution de mobilité. Les clients ont fait vraiment le choix, dans le fameux débat à table le soir où je veux un 2 roues, je veux un scooter, etc. L'aspect sécurité vient tout de suite. Et la réponse à ça, en arrivant par la sécurité, par le coût, par la mobilité 100% électrique, AMI coche toutes les cases. Et donc, les clients se dirigent vers ça. Mais pas que pour les 14 ans. C'est vrai qu'on parle beaucoup des 14 ans parce que médiatiquement... c'est là que ça se développe quand même. Oui, mais c'est pas la plus grande clientèle encore chez AMI, par exemple. 80% des clients, c'est des familles avec 1 ou 2 ados. Ah, d'accord. Mais tout le monde s'en sert. Mais par contre, après... ça, c'est moi. Après, dans les après, c'est qui l'utilise. Parce que celui qui va... on va dire acheter AMI, c'est celui qui a le pouvoir d'achat, on va dire, c'est 45 ans, en âge d'avoir des ados de 14 ans, etc. Et donc après, qui l'utilise ? 40% des utilisateurs ont moins de 18 ans. Donc ça veut dire que c'est aussi pour de 14 à 18, mais aussi pour les parents. Et tu l'utilises. Tout le monde l'utilise. Alors pour le coup, très sincèrement, l'exemple type, c'est par exemple, moi mon fils a plus de 14 ans, et un peu grand, je ne fais pas mon âge. C'est grâce à toutes les super crèmes de beauté que je vous vends sur un site. AMI est toujours accessible pour lui. Mais s'il en avait une, perso, je la prendrais pour aller faire mon petit marché le matin qui est à 3 km de la maison. C'est économique. En fait, le prescripteur de l'achat, ça va être l'ado qui va dire oui, moi je veux ça parce que ça, je suis autonome, et puis les parents donnent de l'autonomie à leur ado. Ça revient à combien par mois, la première formule de base? La première formule, c'est 19,99 € par mois. 20 balles? Non, c'est pas vrai. Non, mais là, en termes marketing et commercial, ils sont hyper forts. Donc, c'est hyper accessible. Il n'y a pas le premier loyer, machin, à 5-6 000 ou un truc comme ça? Ça vaut 6 000, l'AMI. Il y a un premier loyer un peu au-dessus de 3 000, mais il y a un premier loyer, bien sûr, mais c'est 19,99 € par mois. Donc, c'est un abonnement téléphonique, quoi, c'est dingue. C'est hyper bien pensé. Le premier abonnement, il faut l'acheter 3 000 au début quand même. T'en as qui achètent l'iPhone 13, là, il vaut déjà 1 500 €. Tu vois, donc en fait. Je suis d'accord. Alors, j'aurais, excusez-moi de vous couper la parole, parce que vous savez qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur cette émission, ça roule, et on a Benoît. Qui est avec nous. Non, pardon, c'est Emmanuel qui est avec nous, de Suresnes, donc dans le 92, où on écoute Sud Radio sur le 99.9. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors, vous, les petites voitures sans permis, vous seriez partant pour vous, vos enfants Alors, les petites voitures sans permis, pourquoi pas, hein, sauf que à Paris, étant donné qu'à la faveur du Covid, on a à Paris, moi j'habite sur Rennes, hein, comme vous le savez, pendant la période du Covid, les édiles locaux, suresnois, Boulogne-Billancourt, etc., et parisiens, ont installé d'énormes voies cyclables, ce qui fait qu'au lieu, là où il y avait 2 voies, il n'y en a plus qu'une sur les quais, là où il y en avait 3, il n'y en a plus que 2, les embouteillages sont devenus tels d'ailleurs que mes enfants qui prenaient en bus pour aller à leur lycée à la Porte Molitor aujourd'hui. Tout à fait. Les trajets en bus ont été ralentis, tout à fait. Oui. Ils mettaient 25 minutes. Maintenant, ils mettent 3/4 d'heure à 1 heure.
Donc c'est devenu absolument ingérable. Et en réalité, le seul outil possible de mobilité, dans ce cas, c'est le scooter. Hein, ma fille, je lui ai offert un scooter parce qu'elle était en retard systématiquement. Et alors le petit véhicule dont on parle, il va se retrouver dans les embouteillages. Mais c'est pas si bête. Ça répond à ce que dit notre ami breton. Non, alors notre ami breton, c'est Alain Le Gouguec, qui est chef de produit chez Citroën. Notre breton de chez Ami, c'est exactement ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que ce véhicule, il est plutôt périurbain et zone rurale. Finalement, c'est ça. Alors, il y a en effet la mobilité en ville qui est un sujet. Donc la place de l'automobile en ville, les restrictions qu'on va avoir dans les prochaines années, l'empreinte au sol d'Ami, c'est 2,40 m de long, 1,40 m de large. Enfin, si elle se retrouve dans un bouchon, elle est dans un bouchon. Elle se retrouve dans un bouchon, d'accord, mais par rapport à un scooter, on est quand même plus en sécurité. Par rapport au débat des cyclistes qu'on avait juste avant, on est en plein. Et puis, Pierre, il a commencé hors antenne à dire quelque chose qui est tout à fait du Pierre. Oui, puis au moins, tu peux prendre ta petite copine à côté. Non, mais je ne l'ai pas dit hors antenne. Non, je l'ai dit au début, ça. C'est pour votre fils. Je vais juste redonner un petit peu les autres marques, parce que sinon on va être accusé de faire de la publicité détournée. On a Bélier, évidemment, qui a été sans doute celle qui a été la plus connue dans les années 68. Ligier. 68, vous imaginez, Ligier, Châtenay, Microcar, Simpa, Secma, Ex-Méga. La voiture de Oui aussi qui figure dans les voitures sans permis, parce que Oui est chauffeur de taxi, mais est une voiture comme ça. D'ailleurs, il bosse jamais à Oui. Oui, mais alors, client. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire chez Citroën avec Ami pour que la jeune génération, donc les 14 ans et plus, ait vraiment envie d'aller vers vous et moins vers les anciennes voitures sans permis, ou même qui existent encore aujourd'hui? Le coup de force, c'est quand même que ça fait 2 ans que ça a été commercialisé. On est à près de 30% de part de marché et on est un nouvel acteur dans ce domaine-là, avec des acteurs historiques en face. Ouais. Donc c'est incroyable. Commercialisé chez Darty, à la Fnac. On est à près de 19 000 commandes, tout pays confondu. Et combien de temps d'attente pour l'avoir? Parce que les voitures neuves en ce moment, c'est compliqué. Oui, c'est 3-4 mois aussi. Oh, ça va, 3-4 mois. Il y a combien de places dedans? 2 places. 2 places. Mais deux places. De toute façon, réglementairement, le quadricycle léger, c'est 2 places maximum. D'accord. On peut pas faire plus. D'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant. Moi, je prends les infos. Je sais pas si t'as remarqué quand même. Après, dès qu'on passe à 3 ou 4 places, on passe dans les quadricycles lourds. Donc c'est un peu technique, mais et on passe à 90 km/h. Mais on n'a plus le permis à 14 ans. Électrique. Et aujourd'hui, pour la jeune génération, même si c'est pour des petits kilométrages, en fait, on ne va pas faire un Paris-Marseille en d'autonomie, je crois. 75 km d'autonomie. Non, mais c'est vachement bien pensé. Non, mais moi, j'ai vu la première chez Darty, j'ai halluciné. La première fois que je suis arrivé chez Darty, toi aussi, on capte énormément de nouveaux clients. C'est-à-dire que ceux qui sont de 14 ans, ils vont pas forcément dans les concessions, ils font la tournée des ronds-points pour acheter la voiture. Ils vont à Darty ou à la Fnac. Et donc, ils voient un objet de mobilité. Enfin, pour eux, ils voient une voiture. Et donc, forcément, ça interpelle. Est-ce que vous acceptez chez Ami et chez Citroën pour Ami, effectivement, les gens qui ne comprennent pas? Je vais vous proposer d'accueillir Frédéric qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Salut Frédéric. Au standard, on vient de me dire que vous étiez, vous, contre les voitures sans permis. Pourquoi? Alors, j'ai modéré un peu. Là, j'habite Carcassonne. Je vois justement des petites jeunes qui vont au lycée avec des voitures Ami, qui conduisent plutôt bien. Il faut le reconnaître. Donc, je suis d'accord. Maintenant, ce qui me gêne le plus, c'est que moi, j'étais un grand rouleur. J'ai fait, on va dire, au moins 2 millions de kilomètres. Ce qui me gêne le plus, ce sont les personnes à qui on a retiré le permis. J'en ai connu plusieurs. Et là, qui se tournent vers les voitures sans permis. Et on les retrouve sur toutes sortes de routes. Et ça devient un vrai danger. Alors, il y a des personnes qui sont derrière, qui n'arrivent pas à doubler, etc. Et puis d'un coup, en ont un petit peu assez et accélèrent et prennent des risques. Ou alors, vous avez un camion derrière une voiture comme ça qui n'arrive pas à doubler. Vous êtes derrière, vous arrivez, vous voyez le camion qui roule doucement, vous dites j'ai le temps de doubler. Et en fin de compte, on double et on s'aperçoit que devant, il y a encore une voiture. Je suis assez d'accord avec vous, Frédéric. 2 petites précisions avant Pierrot, parce que je sais que tu veux réagir aussi. Et puis on donnera la parole à monsieur Ami, comment tu l'as appelé, monsieur le Breton, monsieur le Gouguec. Déjà, il faudrait peut-être que dans notre société, on réapprenne à prendre son temps. C'est-à-dire que
On est toujours pressé tout le temps. Déjà, voilà, donc, première chose, mais je ne veux pas être moraliste, je suis la première à pas toujours le faire. Mais si on pouvait réapprendre à prendre son temps, déjà, peut-être que les gens qui vont moins vite que nous, ça ne nous gênerait pas. Deuxième chose, je suis une famille, vous le savez peut-être pas, de restaurateurs et de cafetiers. Oui. Et quand, dans le café de mes parents, souvent le matin, en Bretagne, c'est pas un cliché, c'est dans le Morbihan, à Loya, dans le Morbihan, à côté de Pleuhermel, le premier client, c'était à 7h du matin, et c'est partout pareil en France, avec le petit muscadet. Il y avait celui à côté qui prenait son café. On a eu plein de cas de gens qui se sont fait retirer le permis parce que ce soit en Bretagne, dans le nord de la France, dans l'Est, partout, il y a toujours des gens qui abusent et qui prennent le volant malheureusement, avec une alcoolémie qui est trop forte, et qui donc, on les retrouvait le lendemain de leur on leur retire leur permis, on les retrouvait au volant d'une petite voiture sans permis. Et c'est pas pour ça qu'ils n'étaient plus sous alcool. Et c'est ça le problème. Et c'est un peu le portrait robot. Problème quand même, parce que souvent ces gens-là qui avaient le permis conduisaient pas forcément très bien, et on les voit, ils se détournent à droite pour tourner à gauche. Oui, mais regardez bien, vous allez voir qu'au volant de la petite Citroën Ami, ce ne sont pas ces gens-là. Ouais, c'est-à-dire que le portrait robot a évolué. Cet usager pris en alcoolémie qui basculait vers une petite voiture sans permis, j'ai envie de dire, ils les ont gardés. Regardez bien. Non mais vraiment, regardez sur la route. Ils ont gardé ce vieux véhicule sans permis où il y avait 0 option intérieure. C'était juste une carlingue qui roulait. Et ces gens-là ont gardé ce véhicule. Et à l'époque, c'était il y a encore pas si longtemps, il y a encore une quinzaine d'années, effectivement, un véhicule sans permis, c'était quelqu'un, dans 80% des cas, qui a perdu son permis pour alcoolémie. Plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les marques se sont retournées et ont commencé à concevoir des petits véhicules quadricycles moteurs légers, plutôt bien fini. Dans toutes les marques, c'est bien fini, avec une spécificité chez vous, chez Citroën, c'est vous arrivez sur le marché de l'électrique et vous proposez une offre qui permet d'être plutôt dans une mobilité d'avenir, et en tout cas qui permet d'entrer dans toutes les villes. Mais effectivement, comme vous l'avez dit en préambule, du côté de Carcassonne, vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons au volant qui conduisent plutôt très bien. Ouais. Merci beaucoup à Frédéric d'être intervenu, parce qu'il apporte aussi une vraie... Vous l'entendez souvent, ça. Et puis c'est vrai que ça reste un peu dans les têtes. Merci Pierre, je suis d'accord avec vous, parce que l'image qu'on a du véhicule sans permis, le VSP, c'est ce cas de figure-là, pour les retraits de permis, etc., avec une mauvaise image. Ami a complètement dépoussiéré cette image, et maintenant on n'a plus cette remarque-là. On n'a plus cette remarque-là, et les personnes qu'on voit dans Ami, enfin même si ça se voit pas à la tête des gens, c'est pas le profil en tout cas de nos acheteurs. Ouais. Donc Ami a complètement dépoussiéré cette mauvaise image qu'on pouvait avoir de la voiture sans permis. Ça veut dire qu'on a une vraie évolution sociétale aussi par rapport à cette voiture sans permis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a même plus peur, à la limite on n'a pas l'occasion de faire autre chose, c'est l'idéal en fait. Oui, on touche des nouveaux clients, parce que le gap de la croissance du véhicule sans permis en France, les véhicules sans permis existaient avant Citroën Ami, et il a explosé en 2 ans. Il vivotait à 12 000 par an en France. En 2020 à 15 000, et là en 22 000 en 2021. Pourquoi ? Parce que Citroën Ami est arrivé. Donc le cas de figure qu'on cite là, ils avaient une solution de mobilité qui existait avant de toute façon. Et puis c'est plus ridicule. En fait, ce n'est plus ridicule aujourd'hui. Déjà, on a avancé. Les trognons. C'est un objet fun, rigolo. On a envie de la personnaliser. Le nombre de personnes qui mettent des stickers, et puis nous aussi on le propose. Et vous m'en voulez pas, mais ça rappelle quand même. Ah, mais si, il va m'en vouloir. Il va me taper, Lolo. Donc tu me protèges. Mais ça me rappelle un petit peu l'innovation smart. C'est-à-dire que quand la Smart est arrivée avec ses panneaux, ses couleurs, elle surprenait. Il y avait les très pour et les très contre. Sur l'Ami, c'est pareil. J'ai trouvé autant de détracteurs qui me disent ça ne ressemble à rien, que de gens qui m'ont dit moi je la trouve vachement sympa. C'est vrai que c'est bien cette comparaison, pour conclure avec la Smart, l'arrivée de la Smart. Quand on voit Ami dans la rue, les gens se retournent, ils s'arrêtent. Les motards, les cyclistes sont à côté, ils font un pouce levé. Il n'y a pas ça avec les autres véhicules. Et puis parce qu'elle fait plaisir, elle fait du bien. Même visuellement, d'un seul coup on est dans un autre monde. On n'est plus dans un monde de brutalité. Moi je suis assez d'accord. Point très important, c'est la voiture électrique la moins chère du marché. Exactement. Et puis surtout, petite prise électrique, ça suffit, on n'a pas oublié. Prise de 220, classique, on pourrait la garer dans... Zone faible émission, Lolo. Zone faible émission. Bon, vous avez trouvé votre commerce. Super. Le commercial, il est là. Merci beaucoup, monsieur Alain Le Gouguec, notre breton de chez Ami. Le Gouguec, on va pas y arriver. Désolé. Dans quelques instants, pour conclure notre rendez-vous, c'est l'échange avec Pierre. Vous avez envie d'échanger sur quelques sujets que ce soit avec Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. You're welcome, 0826 300 300.
Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et pour conclure notre rendez-vous, eh bien, nous vous accueillons l'échange avec Pierre. C'est Benoît qui nous retrouve. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Vous êtes d'Estipouy, c'est un tout petit village dans le Gers. Ah, ça me va bien. Il y en a 450 autres, des petits villages dans le Gers. Ouais, mais Estipouy, j'adore. Et puis le Gers, si vous ne savez pas quoi faire cet été, allez visiter parce que c'est magique. Et n'attendez pas cet été. Voilà. Ah non, mais c'est magique, ce département est merveilleux. On vous écoute, Benoît. Alors j'avais un petit coup de gueule à passer sur la direction qui est prise vis-à-vis des voitures et des voitures électriques. Moi, je possède des voitures qui ont de l'âge. Donc ça veut dire que je suis un vrai écologiste, c'est-à-dire que je fais durer les objets. Et là, on nous pousse, via les prochaines législations sur l'accès des voitures en périphérie urbaine ou urbaine, notamment Toulouse, où on va bientôt nous interdire d'accès puisqu'on aura une voiture soi-disant polluante. Et on privilégiera bien sûr les voitures électriques. Voiture électrique qui est un non-sens écologique, puisque quand on voit ce que ça donne, l'extraction du lithium, le lithium qui s'extrait comme un sel dans l'Amérique du Sud, on voit que le pays est dévasté par ça. Quand on voit les minerais rares qu'il faut extraire à 30 mètres sous terre en Afrique via des jeunes enfants de 14 ans qui vont faire ça, donc j'aurais tendance à dire que ceux qui possèdent des voitures électriques ont la voiture entachée de sang. Vous savez, je vais être très clair. Oui, mais symboliquement, c'est ça. Hein, je vais être très clair. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà, ça pose la question, c'est quoi l'écologie en fait? Parce que le problème, c'est que chacun voit midi à sa porte. Celui qui s'achète une voiture électrique va vous répondre l'écologie, c'est moi, parce que je n'émets pas de polluants dans la zone où je circule. Bon, il a raison. Et puis, par contre, le point négatif, c'est vrai que sur l'extraction, vous avez tout à fait raison. L'extraction des terres rares. En plus, la France économiquement est dépendante de la Chine, notamment sur les batteries. Donc, c'est pas forcément économiquement top. En revanche, il est évident qu'une ancienne voiture, elle a des émissions au pot d'échappement. C'est une évidence. Et en même temps, sur son empreinte écologique, c'est-à-dire sur toutes les années où elle circule, eh bien, ça se lisse avec le temps. Moi, je pense que la solution, c'est juste de reprendre le bon sens et de se dire que toutes les mobilités ont un avenir, même les anciennes. Et de se dire, Laurence, tout simplement, que quand on achète une voiture, on a un certificat d'immatriculation, carte grise, avec une date de première mise en circulation. C'est écrit dessus. C'est marqué. Alors pour notre ami Benoît, a priori, il a une Peugeot 307 qui date de 17 ans. Voilà. Alors, moi, tu connais ma Mercedes qui a donc 21 ans. Elle est en pleine forme, elle va bien. On a une date de première mise en circulation. Regarde bien ta carte grise, il n'y a pas de date de dernière mise en circulation. Donc, qu'on laisse les gens circuler avec leurs biens de consommation. Et quand ce véhicule sera HS, eh bien, les gens changeront leur véhicule pour aller vers un nouveau. Et si c'est l'électrique qui s'impose, eh bien, on achètera l'électrique. Mais pour l'instant, on a le choix. Laissons aux Français le choix de leur achat. Benoît, pour conclure. Oui, pour ce qui est de la définition d'écologie, je m'en tiendrai à celle que donne M. Jean Covici. L'écologie, c'est maintenir un environnement stable pour ses enfants. Je pense que c'est ça. Donc ça veut dire, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, moi j'ai une voiture de 17 ans et j'en ai une autre de 27 ans. Qui roule très bien, elle fonctionne très bien, une vieille Clio qui consomme quasiment rien puisqu'il n'y a pas d'écran tactile, il n'y a pas de clim, il n'y a rien du tout comme option. Elle consomme quasiment rien. Les pièces coûtent quasiment rien à l'achat. C'est ça. Et en plus, c'est du recyclage de pièces. Donc c'est ça. On l'a souvent dit, Benoît, d'ailleurs, pour conclure ce rendez-vous, c'est qu'avec nos spécialistes, il vaut mieux bien entretenir un vieux véhicule. Écologiquement, il aura moins d'impact que d'en racheter trop des nouveaux. Oui, puis il faut arrêter de se poser la question de savoir à chaque fois qu'on achète un truc, faire le bilan carbone. Franchement, ça devient ridicule. Qu'on laisse les gens circuler en paix, ils vont bosser, ils vont chercher leurs enfants à l'école, ils vont consommer. Et puis mince quoi, ne plus rouler, c'est la récession. Ça veut dire qu'on consomme plus. Alors si on veut que les gens soient heureux, laissons-les circuler un peu tranquille. C'est la fin de Sarraul. Merci beaucoup à Benoît de nous avoir appelé du Gers et de ce très joli village Estipouy. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour Sarraul et toi tous les matins avec la matinale et ta petite chronique matinale, donc c'est à 6h16 exactement. Bonne fin de week-end à tous.